Ici Podcast. 150e anniversaire de la Commune de Paris. La décisive bataille d'Issy. Oh, bonjour. Vous êtes déjà arrivé. Je vous en prie, prenez place. Installez-vous confortablement, puisqu'aujourd'hui notre voyage sera quelque peu mouvementé. Comme vous le savez peut-être, en cette année 2021, nous célébrons les 150 ans de la bataille de la Commune de Paris. Une bataille peu glorieuse pour le gouvernement et qui aura duré 72 jours. 72 jours d'une période insurrectionnelle de l'histoire de la capitale. Alors à cette époque, les insurgés refusaient de reconnaître le gouvernement issu de l'Assemblée nationale, pourtant élu au suffrage universel masculin. Mais s'en suivra un bras de fer entre Parisiens et gouvernement. Alors aujourd'hui, je vous propose de partir ensemble en 1871. Je m'appelle Guillaume et je serai votre guide. Vous êtes prêts ? Alors allons retrouver notre premier invité pour ce premier épisode. Et je vous retrouve à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Paris, dans une charmante demeure bordée d'espaces verts. Actuellement, nous sommes dans une grande pièce avec une vue dégagée et de style traditionnel. Et avec nous, aujourd'hui, Claire Loher, agrégée d'histoire et co-auteure du livre Le siège et la Commune de Paris, coécrit avec Alain Frère-Jean. Bonjour Claire. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors on va évoquer justement la bataille de Paris, mais juste avant, essayons de recontextualiser un petit peu les faits. On se trouve en 1871 et à cette époque-là, la France vient de changer de régime. Nous avons quitté le Second Empire et nous voilà en Troisième République. Qui est au pouvoir déjà à cette époque ? Il y a eu en France, à la fin de l'année 1870, un profond bouleversement politique puisque l'empereur Napoléon III a dû quitter le pouvoir à la suite d'une défaite militaire. Et les Français, enfin les Français c'est peut-être un peu large, je dirais plutôt les Parisiens, en ont profité pour proclamer le régime politique auquel ils sont attachés depuis longtemps, qu'ils essayent de mettre en place depuis longtemps et qui est une république. C'est effectivement le début de la Troisième République qui commence le 4 septembre 1870. Et dans quel état est le pays à ce moment-là, d'un point de vue économique, d'un point de vue social ? Quelle est sa place également ? C'est un moment de très grand bouleversement pour la France, puisqu'elle est en pleine révolution industrielle. C'est un pays qui s'enrichit à ce moment-là, qui se couvre de voies de chemin de fer, d'usines. Le niveau de vie est en train d'augmenter. Et de plus en plus de membres de la population, en particulier dans la classe ouvrière, aimeraient bien bénéficier, profiter de cette prospérité naissante et qui apparaît à partir de la fin du Second Empire. Alors on va évoquer avec vous également un autre événement, puisque on est à peine rentré en cette Troisième République, quand en juillet 70, la France décide, comme ça, sur un coup de tête, d'entrer en guerre avec la Prusse. Qu'est-ce qui s'est passé clairement à ce moment-là ? Je dirais que Napoléon III a été emmené dans une espèce de piège par Bismarck, qui est le chancelier allemand. Bismarck veut faire l'unité des Allemands autour du roi de Prusse, qui va effectivement devenir empereur, et il lui faut un ennemi commun pour fédérer l'ensemble des Allemands. Cet ennemi, ça va être la France. Pourquoi ? Parce que la France et l'Allemagne sont rivales sur le plan économique, et que si on arrive à affaiblir la France, alors non seulement on aura gagné l'unité pour les Allemands, mais en plus on aura un rival économique en moins. Napoléon III se laisse enfermer dans ce piège et va effectivement déclarer la guerre à la Prusse. Et il va s'en mordre un petit peu les doigts, mais malgré tout, cette guerre a été très rapide. Cette guerre a été très rapide, effectivement, puisque Napoléon III a fait l'erreur de prendre lui-même la tête de ses armées, se prenant certainement pour le génie militaire qui était son oncle Napoléon Ier, mais il n'a pas le même génie et il est défait à la bataille de Sedan et il est obligé d'abdiquer dans la foulée, il ne peut pas rester sur le trône et c'est à ce moment-là que, effectivement, les Parisiens se rendent à l'hôtel de ville et le 4 septembre déclarent la République. Un nouveau changement, en tout cas pour la France et puis aussi pour Paris. Alors il y a eu un autre épisode également, c'est durant l'hiver, avec toujours cette période de guerre. Là, Paris est totalement encerclé, totalement assiégé. Alors tout d'abord, par qui
est-ce que Paris est assiégé et quelles sont les conditions de vie à ce moment-là également, en plein hiver? Oui, on pourrait croire que la guerre va se terminer puisque Napoléon III a abdiqué, mais en fait pas du tout, puisque les Parisiens considèrent que cette guerre dont ils héritent d'une certaine manière du régime précédent, ils veulent la continuer contre la Prusse. Et donc Paris, qui est l'objectif des Prussiens, quand vous faites la guerre, vous essayez de prendre la capitale de l'ennemi, c'est ça le principe. Donc les Prussiens vont venir assiéger la capitale de la France et les Parisiens vont assez héroïquement résister à ce siège qui commence au mois de septembre 1870 et qui va continuer jusqu'au mois de janvier 1871, sans nourriture, avec un froid glacial, puisque c'est un des hivers les plus rudes du XIXe siècle. L'Empire allemand est proclamé dans la Galerie des Glaces le 18 janvier 1871 et l'armistice est donc signé le 28 janvier entre la France et l'Allemagne. Comment réagit à ce moment-là le peuple ? Les Parisiens ne comprennent pas qu'on ait pu signer cet armistice alors que eux ont fait des sacrifices énormes pendant tout l'hiver. Ils se sont privés de nourriture, ils ont eu froid. Par exemple, on a enlevé tous les volets des immeubles parisiens pour les brûler dans les appartements tellement on avait froid. Les bancs publics ont disparu. On a coupé les arbres du bois de Boulogne. On a mangé tous les animaux qu'on pouvait trouver, y compris les rats, les chiens, les chats. On a fini par tuer les animaux du jardin d'acclimatation parce qu'on ne pouvait plus les nourrir. Et puis alors on les a mangés, bien sûr, parce qu'on n'allait pas laisser perdre cette viande. Donc, si vous voulez, les Parisiens ont tellement sacrifié de choses pendant tout cet hiver qu'ils considèrent cet armistice comme une véritable trahison de la part du gouvernement. Mais alors, quel type de Parisiens ? Puisque déjà, à cette époque-là, il y avait cette différence entre les gens de l'Ouest, comme on pourrait dire actuellement, c'est-à-dire si on parle en termes d'arrondissement, le 8e, le 16e, le 7e, par exemple, et puis tous les arrondissements de l'Est, c'est-à-dire le 13e pour la plupart. Il y avait déjà cette différence à cette époque ? Oui, c'est très net. Déjà au XIXe siècle, il y a effectivement une coupure entre l'Est et l'Ouest parisien. Les arrondissements populaires se trouvent à l'Est et ils se sont agrandis d'ailleurs de nouveaux quartiers avec Ménilmontant, avec Montmartre, qui ont été inclus dans la ville de Paris sous le Second Empire, alors que les arrondissements de l'Ouest sont beaucoup plus bourgeois. Et il y a effectivement une fracture qui se fait jour à ce moment-là. Et puis, il faut savoir qu'à la fin du siège, toute une partie de la population bourgeoise de Paris quitte la ville parce qu'on a beaucoup souffert. On va à la campagne, on essaye de se refaire une santé. Mais les ouvriers, eux, ils ne peuvent pas, ils restent dans la ville. Et donc ce sont eux qui vont mettre la main sur les institutions de Paris. Vous évoquiez justement Montmartre ou Ménilmontant. À l'époque, ça ne faisait pas partie de Paris, on est d'accord ? Alors Montmartre et Ménilmontant ont été inclus dans la commune de Paris au sens des limites des frontières de Paris sous le Second Empire, donc dans les années 1860. Donc au moment où nous parlons, effectivement, ce sont des arrondissements parisiens, mais ça fait très peu de temps. Donc c'est une sociologie très différente du reste de Paris. C'est une population qui est encore un peu rurale. Il y a des moulins à Montmartre, il y a des meuniers. Ce sont des métiers un peu différents de ceux qu'on trouve ailleurs dans Paris. Et donc comme ça, c'est très bien, ça permet de faire un lien sur la Commune de Paris. On va justement s'intéresser à cette bataille avec, dans un premier temps, donc ce nouveau gouvernement qui a été élu par les Parisiens. Parlez-nous un petit peu de ce gouvernement. Il y avait déjà ce clivage droite-gauche à l'époque ? Oui, à partir du moment où l'armistice est signé avec les Prussiens qui sont en fait devenus les Allemands à ce moment-là, qui forment une nouvelle nation, la nation allemande, il va y avoir vraiment une séparation des Français en deux. D'une part, il y a une assemblée nationale qui est élue par l'ensemble du territoire français, une assemblée qui va se réunir à Bordeaux, parce qu'elle ne peut pas siéger dans Paris. Paris, il y a toujours les Prussiens qui sont tout près, et les Prussiens qui attendent après l'armistice de pouvoir signer un traité de paix, un traité définitif pour terminer la guerre. Et puis de l'autre côté, ces Parisiens qui ne sont pas du tout d'accord avec l'Assemblée nationale et qui, eux, vont élire leur propre commune, leur propre maire, ce qui n'a jamais existé avant. Paris n'a jamais eu de maire, c'était la seule ville de France qui n'avait pas de maire. Et donc ils organisent leurs propres élections. Et c'est ainsi que la commune de Paris voit le jour. Une commune qui est très nettement orientée vers les ouvriers et vers le peuple de Paris, puisque ce sont eux, je vous l'ai dit, qui sont restés dans Paris, donc ce sont eux qui ont voté. Et du coup, comment justement a réagi cette bourgeoisie ? C'est-à-dire que c'est comme actuellement, on pourrait dire, vous ne votez pas, vous ne pouvez pas parler, vous ne dites rien. Est-ce que ça a été pareil à l'époque ? Non, ça n'a pas du tout été pareil, puisqu'en fait, les députés, d'une part, ont considéré que ce gouvernement insurrectionnel de Paris n'était pas légal, puisqu'il venait en opposition à l'Assemblée existante, et que les journaux d'opposition à la Commune ont été aussi importants.
effectivement, que ça soit sur le reste du territoire français ou que ça soit même des grands journaux parisiens, certains étaient tout à fait opposés à cette commune. Donc il y a vraiment eu une bataille d'idées qui a commencé très très fort dès le mois de janvier avec la fameuse affiche rouge de Jules Vallès. Alors justement, parlez-moi de cette affiche rouge. On sait qu'elle a été dans un premier temps placardée dans les rues de la capitale, puis dans des journaux. Elle dénonçait quoi ? Cette affiche, c'était la dénonciation de l'armistice qui avait été signé avec les Allemands. Les Parisiens avaient tellement souffert pendant le siège, ils avaient tellement sacrifié leur vie, leurs meubles, leurs revenus, il n'y avait plus de travail dans Paris, c'était la misère, qu'ils ne comprenaient pas qu'on ait signé cet armistice qui avait des conditions terribles pour la France. La France perdait 3 départements. Elle perdait toute l'Alsace plus la Moselle et elle devait payer une indemnité considérable à la Prusse en dommages de guerre, en dédommagement pour la guerre qui avait été menée par la Prusse. Ça aussi, c'est quelque chose qui est un peu étrange pour nous aujourd'hui. Quand vous êtes assiégé par un pays et vous êtes attaqué par lui, vous devez lui payer une somme d'argent pour le dédommager. Mais c'est bien ce que réclament les Allemands et c'est ce que le gouvernement légal de la France a signé. Donc les Parisiens sont tout à fait opposés à cela. En tout cas, ceux qui sont derrière Jules Vallès, derrière la Commune, et qui signent cette fameuse affiche rouge qui appelle à l'insurrection. Vous évoquiez notamment ces Parisiens qui ont pris les armes, etc. On parlait de garde nationale. Ça représentait quand même 350 000 hommes, des Parisiens, des gens comme vous et moi, qui prennent les armes. C'est normal ? Oui, c'est normal à une époque où on considère qu'on doit défendre sa maison, sa ville, sa patrie. Bien sûr, pour nous, ça paraît étrange parce qu'il n'y a plus de service militaire en France, mais l'idée que les hommes doivent défendre leur pays, c'était quelque chose qui était né sous la Révolution française avec les volontaires de l'an 2. Et encore au XIXe siècle, on considérait que si on avait à se défendre contre un ennemi commun, on n'allait pas avoir recours à des mercenaires étrangers ou à une armée de métier, on allait soi-même défendre sa femme, ses enfants, sa maison, son pays. Donc les Parisiens ont pris les armes contre les Prussiens à l'automne 1870. Pour eux, c'était logique, c'était cette garde nationale. Eh bien, au moment où il y a eu cette fracture entre la Commune de Paris et l'Assemblée nationale qui se trouvait à Bordeaux, ces gens-là étaient toujours en armes. Ils avaient toujours leurs fusils chez eux. Donc là, ils commençaient à constituer une espèce d'armée très dangereuse pour le pouvoir légal. Et justement, eux, ces hommes qui protégeaient justement leur famille, leurs biens, etc., quelle était au contraire la place de la femme à cette époque ? Les femmes, à ce moment-là, n'ont pas le droit de vote en France, puisqu'elles ne l'auront qu'en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc bien après. À cette époque, les femmes sont généralement dans un rôle d'intendance, je dirais. Elles sont cantinières pour les armées, elles font la nourriture, elles cousent les uniformes aussi, ça c'est quelque chose d'important. Et puis également, elles sont ambulancières, puisqu'il y a quand même pas mal d'accrochages et pas mal de blessés. Les hommes sont blessés, ils reviennent à l'intérieur de Paris, et à ce moment-là, ils sont soignés par les ambulancières qui se trouvent à certains points stratégiques de Paris. Par exemple, il y a une ambulance dans le théâtre de l'Odéon à Paris. D'accord, donc chacun avait un petit peu son rôle, avait un petit peu sa place dans cette bataille. Et au bout d'un moment, le gouvernement a décidé de prendre une décision, tout simplement, qui est de vouloir désarmer le peuple et de retirer les 227 canons, sachant qu'on le rappelle, à cette époque-là, on est toujours en guerre, on est toujours assiégé. Alors, il n'y a plus de guerre contre les Prussiens, puisqu'on a signé un armistice. L'armistice, c'est l'arrêt des combats, mais les Prussiens sont toujours sur le territoire français, puisqu'ils attendent qu'on puisse signer ce fameux traité de paix définitif. Donc, il y a quand même une menace, effectivement, de la part des Prussiens, vous avez raison. Le gouvernement légal, très inquiet, effectivement, de ces Parisiens qui sont en état insurrectionnel, veut leur retirer leurs armes, et en particulier leurs canons. Mais il y a quand même un problème, c'est que ces canons, ils ont été payés par les Parisiens. Ce sont eux qui, pendant le siège, ont donné de l'argent pour qu'on fonde ces canons et qu'on puisse les utiliser contre l'ennemi prussien. C'était pendant l'hiver. Donc, quand le gouvernement d'Adolphe Thiers veut ôter ces canons des endroits où ils ont été rassemblés dans Paris, le peuple estime que ça n'est pas normal, ça n'est pas juste, ces canons appartiennent à Paris. Et donc ça, c'est l'élément déclencheur de la bataille de la Commune de Paris. C'est l'élément déclencheur le 18 mars 1871, effectivement, quand les troupes légales viennent chercher les canons sur la butte Montmartre, c'est le début de l'insurrection, début d'ailleurs qui est marqué par le meurtre de 2 généraux, ce qui est là aussi quelque chose de tout à fait incroyable. On ne lève pas la main d'habitude sur des gradés de l'armée française, en tout cas pas quand on est quelqu'un du peuple. Il n'y a que les ennemis étrangers qui tuent les généraux français, pas des Français. C'est une guerre civile. On peut vraiment dire à partir de ce moment-là que c'est une guerre civile, puisque ce sont des Français qui sont opposés à des Français et qui vont s'affronter dans une guerre armée. On utilise des armes de part et d'autre. Mais des Français à la fois de classe populaire contre des Français qui font partie d'un gouvernement. Oui, il y a un gouvernement qui est légal et il y a un gouvernement qui n'est pas véritablement légal, qui repose effectivement sur des élections qui ont été organisées dans Paris, mais en contravention avec la volonté du gouvernement légal. Donc, effectivement, on est dans une situation un peu complexe.
En revanche, on a bien des Français des deux côtés. Vous l'avez dit, la garde nationale, qui sont des soldats parisiens, et en face, des soldats qui, eux, viennent de province. C'est-à-dire que le gouvernement légal va faire appel à des soldats qui viennent de différentes provinces, et en particulier, ça c'est très intéressant, de provinces non francophones. On fait appel en particulier à des Bretons. Pourquoi ? Parce qu'on a peur qu'il y ait une fraternisation entre eux, ce qu'on appelle désormais les Versaillais, et les Parisiens. S'ils ne peuvent pas se comprendre, s'ils ne parlent pas la même langue, on est certain qu'ils ne se mettront jamais d'accord et ils vont effectivement se battre les uns contre les autres. Alors pourquoi on les appelait les Versaillais ? Je rebondis sur ça. Je sais que le gouvernement a décidé de partir justement à Versailles, s'exile un petit peu pour éviter d'entrer dans ce conflit. Pourquoi ce nom alors ? Le gouvernement d'Adolphe Thiers, effectivement, décide de quitter Paris. C'est assez étrange, effectivement. On aurait pu supposer que l'armée allait rester dans Paris et essayer de faire reculer le gouvernement de la Commune. Adolphe Thiers a fait le pari inverse. C'était tout à fait original comme stratégie. Et donc de quitter la ville pour l'assiéger à nouveau, comme l'avaient fait les Prussiens pendant l'hiver, l'assiéger de l'extérieur et la reprendre depuis l'extérieur. C'est une stratégie qu'il met en place assez rapidement quand il se sent lui-même en danger, en fait, à l'intérieur de Paris. Et il pense qu'il ne pourra pas reprendre le pouvoir. Et la ville qu'il choisit pour s'installer, c'est la ville de Versailles, ce qui est un choix extrêmement malheureux, on va dire, vis-à-vis de Paris, parce que Versailles est associé au souvenir des rois de France. Et donc cette commune républicaine parisienne va être opposée aux Versaillais qui font écho à la monarchie d'avant la grande révolution de 1789. Et justement, la transition est toute faite. Étant donné qu'ils sont partis à Versailles, il va falloir reprendre Paris. Et en reprenant Paris, il y a une place stratégique, c'est le fort d'Issy-les-Moulineaux. Alors déjà, quelle était la place de ce fort ? Exactement, Issy-les-Moulineaux a véritablement une place stratégique, vous l'avez dit, puisque sur l'enceinte qui se trouve autour de Paris, il y a une enceinte fortifiée qui a été construite dans les années 1830 autour de Paris. Elle est ponctuée d'un certain nombre de forts. Et parmi les forts vraiment stratégiques, vraiment importants, il y a le fort d'Issy-les-Moulineaux. Si vous voulez prendre Paris de l'extérieur, il faut réussir à faire tomber le fort d'Issy-les-Moulineaux. Les Prussiens n'avaient pas réussi, ils avaient essayé pendant l'hiver. Ils l'avaient occupé au moment de l'armistice, ça faisait partie des clauses de l'armistice. Les Prussiens avaient le droit d'être sur le fort d'Issy-les-Moulineaux, ce qui n'avait pas plu non plus aux Parisiens. Est-ce qu'on leur donne un fort aussi important, stratégique et magnifique que celui d'Issy-les-Moulineaux ? Ça n'était pas une mesure populaire. Et puis, Paris avait réussi à reprendre ce fort. Ensuite, la commune de Paris s'était installée sur le fort d'Issy. Donc, objectif des Versaillais, réussir à faire tomber le fort d'Issy-les-Moulineaux pour entrer dans Paris. Et est-ce qu'ils vont réussir, alors au final ? Eh oui, ils vont réussir puisque à partir du 3 avril, les Versaillais attaquent le fort d'Issy-les-Moulineaux et au terme d'une longue bataille qui va durer plus d'un mois, ils vont effectivement réussir à s'en rendre totalement maîtres. Mais honnêtement, quand la bataille est finie, le fort est en ruine complètement. Hein. Ce sont des ruines fumantes. Il n'y a plus grand-chose à prendre. Je veux dire, ça n'a plus l'intérêt stratégique que ça avait. Simplement, ça a permis de faire une brèche et d'entrer effectivement dans Paris par le sud-ouest. Et qu'est devenue alors un petit peu la ville ? Parce que du coup, j'imagine que la ville, plus globalement, et même le fort, tout a été détruit. Oui, il faut imaginer qu'il y a eu des bombardements déjà pendant l'hiver. Les Prussiens ont envoyé des boulets de canon pendant tout le siège de Paris. Et qu'à partir de la Commune, donc à partir du mois de mars, à nouveau, on a un bombardement d'Issy-les-Moulineaux par les troupes versaillaises et même aussi d'ailleurs par les Parisiens qui ont gardé leurs canons. Donc autant vous dire qu'Issy-les-Moulineaux est à peu près en ruine à la fin du conflit, à la fin de l'année 1871. Ce sont des ruines fumantes, il ne reste pas grand-chose. Malheureusement, plusieurs édifices ont été détruits à ce moment-là, au moment du siège. Il y a eu cet épisode de destruction, cet épisode du fort d'Issy-les-Moulineaux, mais ensuite les Versaillais donc reviennent à Paris. Et il y a ce qu'on appelle cette fameuse semaine sanglante du 21 au 28 mai 71, avec pas moins de 30 000 morts, si je ne me trompe pas, et si mes chiffres sont bons. C'est juste horrible. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces une semaine ? Au moment où Issy-les-Moulineaux est pris, effectivement, les Versaillais parviennent donc à faire une brèche et ils entrent par Paris, par la porte du Point du Jour à Boulogne. C'est la porte qui sépare Boulogne de Paris. Et ces troupes donc qui sont lancées à l'assaut de la capitale par le gouvernement légal de la France vont se comporter de manière extrêmement brutale, c'est-à-dire que la population civile, qu'elle soit en armes, je dirais là c'est peut-être logique, mais aussi qu'elle soit désarmée, est attaquée par l'armée française. On va fusiller un certain nombre de civils. Quand on trouve des gens qui sont dans la rue, quand on trouve des attroupements, alors en particulier il y a quelque chose qu'on considère comme une marque. Si vous avez les mains noires, on suppose que vous avez de la poudre sur les mains, donc que vous avez manipulé un fusil, et donc on va vous fusiller. Mais avoir les mains noires à cette époque, quand on est un ouvrier, c'est très courant, parce que l'hygiène n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc on va fusiller
effectivement à peu près 30 000 personnes, ce qui est incroyable en une seule semaine, du 21 au 28 mai. Et parmi ces personnes, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants qui sont fusillés. Paris se couvre de charniers pendant une semaine. On va creuser des grands trous pour mettre tous ces cadavres dans les squares, dans les jardins publics de Paris. On comprend qu'il n'y a pas eu de différence de fait entre les soldats et des gens normaux qui peut-être se levaient le matin pour aller tout simplement travailler. Et je sais que certains ont également été enfermés, déportés, jugés. Ça représentait combien de personnes à cette époque? Alors quand la bataille se termine à Paris, donc le 28 mai, il y a beaucoup de prisonniers qui ont été faits. Donc on l'a dit, il y a beaucoup de personnes qui ont été tuées, certaines les armes à la main, mais certaines pas du tout. Il y a beaucoup de civils qui ont été assassinés. On a arrêté également une grande quantité de personnes, puisqu'il y a eu 43 500 inculpations, dont énormément de non-lieux, puisqu'en fait, on avait arrêté énormément d'innocents dans Paris. On les a ligotés les uns aux autres et on les a emmenés jusqu'à Satory à pied. Ils ont dû faire le chemin à pied, ça fait quand même une vingtaine de kilomètres, sans nourriture, sans eau, et on les a parqués dans des camps. Ils ont ensuite été jugés par des tribunaux militaires. Et ceux qui ont été convaincus d'avoir vraiment participé aux événements de la Commune, donc ceux qui étaient quand même les meneurs, et ceux qui parfois d'ailleurs se sont battus les armes à la main, ont été condamnés à la déportation en Nouvelle-Calédonie, qui était à l'époque le bagne où on envoyait les prisonniers de droit commun, pas seulement les prisonniers politiques. Donc ils ont été mélangés à des prisonniers de droit commun, ce qui était extrêmement dur pour eux. Des conditions de vie, on imagine... somme toute légère en fait, rien du tout presque. On dirait plutôt des conditions de survie, je pense à notre époque. On a quelques témoignages, effectivement. Il y a Jean Alman, par exemple, qui a écrit ses mémoires de déporté bagnard. Il était donc devenu bagnard, c'était un ouvrier typographe, c'était un ouvrier qui fabriquait des livres dans sa vie ordinaire, civile, on va dire, qui se retrouvait avec une chaîne qu'on a mise à son pied, avec un boulet de 9 kilos qu'il a dû porter pendant 9 ans. Pendant 9 ans, nuit et jour, il avait cette chaîne à son pied et il cassait des cailloux. C'est d'ailleurs ce qui explique sans doute la dureté de la répression, explique en partie qu'un certain nombre d'intellectuels de l'époque ont pris fait et cause pour ces communards qui avaient été condamnés, parce que en fait, on s'est rendu compte qu'on avait décapité toute l'intelligentsia républicaine de France. Tous ces gens-là s'étaient battus sous Napoléon III pour que la France accède à la République. Et d'un seul coup, ils se retrouvaient au bagne, ils étaient emprisonnés. Donc, quelqu'un comme Victor Hugo, par exemple, a prononcé des discours devant le Sénat en disant on ne peut pas maintenir cette plaie ouverte. C'est terrible. Ça, ce sont les termes qu'il utilise. Il dit il faut fermer la plaie, il faut se réconcilier, il faut qu'il y ait une réconciliation nationale. Et l'amnistie est effectivement votée totalement en 1880 pour tous les déportés politiques de la Commune. Effectivement, je sais que Jules Vallès aussi s'est exprimé, je sais que Louise Michel également, alors on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, mais Jules Vallès, quelle a été sa place justement en autre porte-voix ? Jules Vallès, alors il a une formation au départ d'enseignant et de journaliste, puisqu'il a été rédacteur en chef du journal Le Cri du Peuple. Donc il a vraiment fait partie des porte-voix, on va dire, de la Commune. Il a écrit beaucoup d'articles pour demander plus de justice sociale, en particulier des journées de travail moins longues pour les ouvriers, l'instruction pour les enfants, qui n'existait pas à l'époque. L'instruction n'était pas obligatoire pour les enfants. C'était beaucoup trop cher pour beaucoup de familles. Elle n'était pas gratuite, l'instruction. Et Jules Vallès réussit à se sauver à la fin de la Semaine sanglante. Il se réfugie à Londres et il est condamné à mort par contumace, c'est-à-dire en son absence. Donc il ne reviendra en France qu'au moment de l'amnistie. Il va vivre à Londres en attendant. Il fait partie des 3500 fuyards, donc de ceux qui ont réussi à la fin de la Semaine sanglante à s'enfuir à l'étranger. Beaucoup sont partis à Londres ou en Suisse, qui étaient vraiment les deux endroits où, curieusement, les gouvernements eux, ils accueillaient finalement ces proscrits politiques. Et puis certains également sont partis à Bruxelles. C'était vraiment les 3 grandes destinations qui ont été donc des centres très dynamiques sur le plan politique. Londres, Bruxelles et Genève de 1871 à 1880, parce qu'il y avait des grandes concentrations de républicains à ces endroits-là. Et alors, pendant que eux, ils n'étaient justement pas là, à quoi ressemblait finalement, on va terminer sur ça, mais à quoi ressemblait clairement Paris dans un premier temps, et ici les Moulineaux? Ce qu'il faut vraiment imaginer, c'est que à la fin de cette bataille incroyable, il ne reste pas grand-chose d'ici les Moulineaux et des quartiers entiers de Paris sont détruits, puisqu'il y a eu des bombardements intensifs, il y a des boulets de canons qui sont tombés un peu partout, et il y a eu des incendies également. Là où les boulets sont tombés, il y a souvent des feux qui ont pris, il y a encore toute une partie de l'architecture qui est en bois à cette époque, donc le feu a pris de maison en maison. Et puis il y a eu également des incendies volontaires qui ont été
été allumées par certains communards qui ont voulu détruire les symboles du pouvoir impérial. Le palais des Tuileries a été détruit à ce moment-là, il n'a jamais été reconstruit. Le palais de la Légion d'honneur aussi, qui évoquait vraiment le nom de Napoléon pour la plupart des Français. Donc ces incendies ont fait de Paris un champ de ruines à certains endroits, à tel point qu'il y avait des voyages touristiques organisés depuis l'Angleterre. Les Anglais venaient visiter les ruines de Paris fumantes. C'était un des voyages touristiques de l'époque, ce qui peut nous paraître un peu curieux aujourd'hui. Voilà, on se promenait dans les ruines du palais des Tuileries. Merci beaucoup Claire Loher d'avoir participé à ce premier épisode et d'avoir surtout balayé cette période si difficile. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous retrouve très vite, bien sûr, pour un nouvel épisode autour de cette bataille de la Commune de Paris qui fête, on le rappelle, son 150e anniversaire. Bonne journée et à bientôt. Ici Podcast.